if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en cette fin de semaine, j'espère que comme d'habitude votre semaine s'est bien passée, que vous avez hâte de profiter du week-end, que vous avez prévu des belles choses, moi en tout cas c'est prévu. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude en fin de semaine pour un sujet un petit peu différent de la Ligue 1 qu'on débriefe chaque semaine, c'est aujourd'hui la Coupe de France. Bon, ça change pas grand chose par rapport au championnat de France, mais quand même j'avais envie d'en parler aujourd'hui. On est quand même arrivé au stade des quarts de finale maintenant. Les huitièmes de finale se sont joués cette semaine et donc j'avais envie de revenir tranquillement avec vous sur les équipes qui sont encore en lice, les matchs qui se sont déroulés. Alors bien sûr l'idée ce sera pas de faire comme je fais d'habitude sur les débriefs de Ligue 1, c'est-à-dire revenir match par match un peu plus en détail sur la physionomie du match et ce qui s'est passé, la dynamique des équipes, tout ça. Là le but c'est un peu parler de ça quand même, mais surtout voilà, vous donner un petit peu ma vision de ces huitièmes de finale, ce que je projette pour la suite, et puis voilà, voir un petit peu les équipes que je vois bien positionnées pour la victoire finale et celles que je vois un petit peu plus en difficulté et qui devraient sortir au tour prochain. Je propose qu'on divise cette vidéo en 3 catégories. Voilà, j'ai classé les équipes restantes, les 8 équipes restantes. Du coup, si on est dans les quarts de finale, il doit en rester 8. Je compte rapidement. 3, 5 et 8, c'est bien ça. Jusqu'ici, tout va bien, les mathématiques sont encore là. Je propose qu'on classe les 8 équipes en 3 catégories différentes. La première, ce sera les prétendants à la victoire finale. Voilà, c'est les équipes qui, je pense, ont vraiment une carte à jouer, notamment avec l'absence du Paris Saint-Germain en Coupe de France. On en avait parlé. Paris Saint-Germain qui s'est fait éliminer par le Paris FC, qui lui-même s'est fait éliminer par Lorient. Donc plus de Paris Saint-Germain, ça laisse des places à d'autres équipes. Et du coup, dans le premier chapeau, on aura les équipes que je vois bien aller au bout. Le chapeau 2, je l'ai appelé les malentendus. C'est-à-dire que pour moi, c'est des équipes sur un malentendu. Allez, on voit ce qu'on peut faire, on voit ce que ça peut donner. C'est des équipes qui ont les qualités, mais on ne sait pas s'il y a la capacité d'aller jusqu'au bout. En tout cas, elles vont essayer, elles vont tout faire pour. C'est des équipes qui, voilà, sur un malentendu, ça peut passer. Sur un match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, c'est ce genre d'équipe. Et troisième chapeau, je l'ai intitulé tout simplement et de manière très sympa. La prochaine sortie se trouve à 400 mètres. Il s'agirait de prendre la bretelle. Voilà, c'est des équipes qui, je pense pas, je les vois pas aller au bout, honnêtement. Ça va être compliqué pour eux, en tout cas, de prétendre vraiment sérieusement à la victoire finale. Donc voilà. Je propose qu'on commence sans plus tarder par la première catégorie, les prétendants à la victoire finale. Et pour commencer, pour bien commencer cette catégorie-là, Marseille, l'Olympique de Marseille, victorieux sur sa pelouse face à Rennes, c'était mercredi soir, si je dis pas de bêtises, ou c'était mardi soir en plus. Mardi soir, belle victoire de Marseille face à Rennes. Première mi-temps assez haché. Il y a eu ce but très rapide de Marseille qui les a mis directement dans de bonnes conditions. Rennes qui s'est complètement oublié sur les 5 premières minutes et qui fait qu'ils ont pris l'eau et ils ont pris un but ultra rapide. Je crois que c'était au bout de 1 minute 30 carrément. Donc début de match complètement raté des Rennais, bon ça arrive, surtout à Rennes. ça les a mis en galère tout le match. Première mi-temps, ouais, comme je le disais, haché, beaucoup de contacts, très peu de jeu. On s'est fait chier, on va pas se mentir, si on emploie des termes un peu crus. C'était un rythme terne, en fait c'était un faux rythme dans lequel Marseille s'en sortait bien parce que ils avaient marqué très tôt, donc ça leur allait très bien de tout simplement gérer, même si c'est pas le plus beau pour les spectateurs. Et en plus, sortie de vestiaire en deuxième mi-temps, ils ont refait le coup, but ultra rapide dans la foulée du coup d'envoi de la deuxième période, en fait, comme en première période. Rennes qui s'oublie en première et en deuxième. Alors là, ils font le coup double, ce qui fait qu'ils perdent 2-0 au bout de 47 minutes. Et derrière, ils vont pas avoir la possibilité de revenir. Et ils vont prendre un troisième but en contre pour une défaite au final 3-0.
Il y a quand même un fait de jeu que j'avais envie de revenir, sur lequel j'avais envie de revenir, c'est plus français. Dans cette première mi-temps hachée où il y a pas mal de contacts, moi j'oublie pas le tacle de Nwaneri, je sais plus sur qui il était, j'ai plus le souvenir, mais en gros il rate son contrôle derrière, il vient assassiner un joueur rennais, et le tacle il est très très haut sur la cheville, hein, donc ça aurait dû valoir rouge. Je rappelle que pour ces huitièmes de finale, il n'y avait pas la VAR, donc pas d'assistance, pas de possibilité pour l'arbitre de revenir sur cette faute qui était complètement grossière. Honnêtement, je pense que l'arbitre n'a pas vu. Il était peut-être masqué ou je sais pas, mais soyez-en sûr, s'il y avait eu la VAR, il serait revenu dessus. Et du coup, là, ça n'a pas été le cas. Il a pris juste un jaune. Le Nwaneri, la recrue d'Arsenal, le jeune anglais. Ce qui permet à Marseille de faire tout le reste du match à 11 contre 11 alors qu'ils auraient dû être à 10. Bon, au final, quand même, je pense que sur l'intégralité du match, ils étaient quand même supérieurs à cette équipe rennaise dans le jeu. Techniquement, dans les duels, Rennes qui a tenté sur la fin, Habib Bey, il a tenté de mettre une association, Le Paul Mbolo Tamari, pardon. J'ai l'impression que Tamari va jouer un peu plus offensif maintenant. Bon, c'est pas plus mal. Ça n'a jamais été un piston. Je sais pas d'où c'est sorti. Bon, il jouait plutôt bien à ce poste-là, mais je pense que c'est parce que Tamari, c'est juste un bête de joueur de foot. Donc, il peut jouer un peu partout tant qu'il peut courir et attaquer. Mais pourquoi pas le mettre à la pointe de l'attaque, surtout avec un Esteban Le Paul qui est autant en difficulté qu'aujourd'hui. Il n'arrive plus du tout à marquer le frérot. Donc, pourquoi pas mettre le Jordanien à sa place. Mbolo, j'aime toujours bien, même s'il marque pas non plus. Il apporte plus dans le jeu que Le Paul, je trouve, sans marquer. C'est plus intéressant, donc pourquoi pas l'aligner à Tamari. Et donc, victoire de Marseille pour résumer dans ce match-là. Pourquoi je les vois dans ce chapeau 1? Bon, déjà, c'est assez évident. Hein. Marseille, ça reste quand même une grosse écurie de notre championnat. Ça reste une équipe qui joue chaque année, normalement, l'Europe, voire plus. Cette année, ils sont en lice pour le podium. S'ils lancent devant eux, ils ont une petite chute au classement. Sur un malentendu, ça peut finir deuxième derrière Paris. Donc c'est quand même une équipe sérieuse, donc je les vois bien faire un beau parcours en Coupe de France, d'autant plus que de 1, ils ont la profondeur d'effectif, ils ont recruté avec comment il s'appelle, Timber et Nwaneri cet hiver pour rajouter encore plus de monde dans l'effectif, sachant qu'ils voulaient déjà se séparer d'Angel Gomez. J'ai pas suivi s'ils ont réussi à le délivrer ailleurs. Mais voilà, ça permettait de regagner des joueurs de qualité. Donc, effectif assez profond, ce qu'il faut pour jouer à la fois la Ligue 1 et la Coupe de France. Et une élimination en Ligue des Champions assez revancharde, dans le sens où je pense qu'ils avaient bien la haine de sortir de la manière dont ils sont sortis. Et donc, de une, ils avaient envie de redonner à leur public une joie, une raison de vivre. Et de deux, je pense qu'ils vont vouloir jouer à fond cette compétition-là pour au moins faire vibrer ce qu'ils auraient dû faire vibrer en Ligue des Champions et se faire pardonner. Donc voilà, Marseille, chapeau 1 pour moi. Et la deuxième équipe que je vois bien dans ce chapeau, c'est Lens. Voilà, je prends pas trop de risques là-dessus. C'est les deux équipes les plus hautes au classement, toujours en lice en Coupe de France, quoique Lyon est devant Marseille maintenant au goal average. Bon, ils ont le même nombre de points, je pense. Lens, ouais, qui s'est imposé assez facilement, dira-t-on, face à 3. 3 qui n'est quand même pas n'importe quelle équipe. Hein. Ça reste le premier de Ligue 2, donc quasiment une équipe de Ligue 1, même si c'est assez serré le championnat de Ligue 2. Il y a de fortes probabilités qui montent, parce que même s'ils se font doubler, c'est les deux premières places qui sont les deux premiers de Ligue 2 qui sont promus en Ligue 1, et ensuite il faut jouer un barrage pour le gagnant entre le match entre le 5e et le 4e, et le match entre le vainqueur du 5e et 4e contre le 3e. Je crois que c'est comme ça que ça se passe en Ligue 2. Donc 3 est pas mal parti pour monter, et c'est assez mérité, il faut une belle saison. Là, ils affrontaient une équipe qui est quand même plus forte que eux. Ils ont quand même bien tenu en première mi-temps, hein, en n'encaissant qu'un seul but. Mais c'est derrière la deuxième mi-temps, ils ont craqué quand Lens a vraiment commencé à accélérer. Je pense qu'ils ont pris quand même
une petite soufflante dans les vestiaires. Enfin, si c'est pas une soufflante, c'est des consignes tactiques pour réajuster les choses qui n'avaient pas été. Et ce qui leur a permis de marquer quand même 3 buts en 10-15 minutes en deuxième mi-temps. Donc ça fait vraiment mal à 3, qui est obligé de s'incliner face à cette belle équipe de Lens qui continue sa belle saison. Hein. Sa saison de darling, le Racing Club de Lens, le club nordiste. En Ligue 1, on l'a vu ces dernières semaines, régulièrement à la première place. Là, ils sont descendus après la défaite contre Marseille. Ils continuent de chercher à chasser le Paris Saint-Germain. Ils sont qu'à 2 points, donc tout est encore possible. Et en Coupe de France, voilà, ils passent les tours, ils se qualifient. Après, pour nuancer, ils n'ont pas encore affronté de gros du championnat de Ligue 1 comme Marseille a affronté, hein, notamment le Stade Rennais. C'est quand même une belle équipe qui, malgré la dynamique récente, un petit peu plus terne, avait des bons résultats en Ligue 1. Lens n'a pas forcément ces références-là. D'autant plus qu'en Ligue 1, ils ont perdu contre un gros Marseille assez largement. Attention à ce que ça ne devienne pas une équipe forte contre les faibles et faible contre les forts. Va falloir prouver dans des gros matchs. Ils ont su le faire en première partie de saison, hein, on va pas se le cacher. Mais va falloir le répéter si tu veux pas être classifié comme tel. Et si tu veux aller au bout en Coupe de France, va forcément falloir passer par des grosses équipes. Hein, ça c'est sûr, à moins que même s'ils tombent contre les plus faibles équipes encore en lice, il reste que des belles équipes, je trouve. Donc dans tous les cas, ils vont devoir se farcir des bons joueurs, des équipes en confiance, à eux de montrer qu'ils en ont les capacités. Et si je les mets dans ce chapeau 1, c'est que je pense qu'ils ont les capacités, clairement. Le seul bémol que je mets pas forcément à Marseille, c'est que s'ils continuent à être longtemps dans la course à la première place, au titre en Ligue 1 tout simplement, ça peut leur desservir en Coupe de France, dans le sens où tu peux pas... Paris le fait quasiment chaque année, hein, de gagner la Ligue 1 et la Coupe de France, mais quand tu es un club hors Paris Saint-Germain, c'est compliqué de jouer à la fois à fond la Coupe de France et à la fois à fond le championnat de Ligue 1. Faut faire souvent des choix, à part si tu as une équipe hyper profonde et du talent à tous les postes, ce que Lens a, hein, du talent à tous les postes, mais je pense qu'ils vont manquer un peu de profondeur s'ils veulent vraiment jouer sur les deux tableaux. Donc j'ai l'impression qu'ils vont devoir faire un choix entre aller chercher le championnat et aller chercher la Coupe de France. Et je pense qu'ils ont les qualités pour se maintenir, allez, top 2, top 3 en Ligue 1 et gagner la Coupe de France. Donc je pense que c'est ce qu'ils devraient faire. Ça leur permettrait d'une part d'avoir un titre de Coupe de France, c'est pas rien, surtout dans l'armoire à trophées des Lensois. La petite balle, elle est gratuite. Et d'autre part, de se qualifier en Ligue des Champions, qui, je pense, est actuellement l'objectif. S'ils le font pas, de toute façon, il y aura scandale. Hein, parce que là, ils sont deuxièmes. Ils ont été premiers pas mal de temps sur la première partie de saison. Si tu te qualifies pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, c'est chaud, ça va gueuler, je pense. Donc ouais, ça serait un beau double objectif. Et je mets une petite nuance sur le fait quand même que je pense qu'ils vont être un peu le juste limite effectif. C'est pour ça que j'ai vu la signature d'Alan Saint-Maximin, ça me plaît bien. Offensivement, c'est là où j'avais plus de doutes. Florent Thauvin et Wesley Saïd, ils ont quand même énormément joué. Hudson-Edouard aussi. C'est vrai qu'il y a l'alternative Ryan Fofana qui progresse bien pour Hudson-Edouard, donc ça c'est pas mal. Mais je pense qu'il manquait des joueurs offensifs crédibles, sans manquer de respect à Florence Sotoka. L'arrivée d'Alan Saint-Maximin peut faire du bien, donc ouais, pourquoi pas pour eux aller au bout, et c'est pour ça que je les mets dans ce chapeau 1 avec Marseille. Ok, maintenant que le chapeau 1 est terminé, que 2 équipes dedans, de toute façon il en reste que 8, donc ça va vite. On peut passer au chapeau 2, les malentendus comme je les appelle, ces équipes qui, sur un match, c'est du football, tout peut arriver, on peut y croire, voilà, tout peut arriver dans le football comme on dit, donc ouais, ces équipes-là qui jouent là-dessus. Et dans ce chapeau, en première équipe, j'ai envie de parler de Strasbourg. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous mettraient Strasbourg dans le chapeau 1, dans ses équipes favorites.
Moi, je mets quand même une petite réserve sur Strasbourg. Euh, J'en parlerai juste après avoir parlé du match contre Monaco, qui les qualifie du coup en quart de finale. Quand même une grosse affiche, hein, ce Strasbourg-Monaco. En plus, entre deux équipes qui vont très très bien en ce moment en Ligue 1. Strasbourg, ça va très bien depuis pas mal de matchs, depuis 2026. Je crois qu'ils ont pas perdu en 2026 encore. Et Monaco s'est bien relancé. Il y avait eu ces matchs nuls contre Le Havre. Euh, et cette victoire, c'était qui la semaine dernière qui gagne? On en avait parlé. Laissez-moi juste revenir là-dessus très rapidement. Tac. Là, ils perdent contre Strasbourg en Coupe de France. Mais oui, il y avait cette large victoire face à Rennes, pardon, 4-0. J'avais déjà oublié. Donc deux équipes qui étaient pas mal en confiance. C'est pour ça que j'étais assez hype de l'affiche. Et en vrai, elle a pas déçu. Elle a porté ses fruits. Un très beau match entre Strasbourg et Monaco. J'avais parlé du fait que le match entre Strasbourg et Paris était l'un des plus beaux matchs techniquement en Ligue 1 que j'avais vu cette saison. Celui-là entre Strasbourg et Monaco, techniquement, c'était pas mal non plus. Hein. Faut pas sous-estimer cette équipe de Strasbourg. Ils ont vraiment des bêtes de joueurs. Alors, ça a été compliqué de trouver la solution et le chemin défilé. Mais quand tu as des joueurs comme Panicelli, comme Morera, comme Enciso, franchement, les mecs, ils ont une progression là sur ces dernières semaines. Je suis impressionné. Ces trois-là, attention, déjà, je pense que entre Emega et Panicelli, je sais qui je préfère avoir dans mon équipe. Panicelli, c'est un attaquant. J'en avais parlé contre Paris, c'est le Cavani moderne. Le mec est. Franchement, j'adore. J'adore le profil, un bagarreur, mais qui a des pieds. Donc, ça, c'est assez rare. Un mec qui est capable d'apporter au jeu. Tout en se battant et en faisant le pressing sur 90 minutes et en répétant les efforts. Ça, c'est vraiment intéressant. Enciso, numéro 10 moderne, super joueur, super joueur. J'ai même pas parlé de Valentine Barco, c'est des joueurs techniquement, ils se trouvent les yeux fermés, ils peuvent être agaçants quand ils sont pas dans ton équipe parce que c'est des joueurs provocateurs, c'est des joueurs qui vont te dribbler, voilà, ils vont tenter des gestes folkloriques, c'est des jeunes, c'est un peu c'est des têtes brûlées. Voilà, Enciso et Barco, je les appellerais bien les têtes brûlées. Diego Moreira, il est bien dans cet esprit-là aussi, mais de toute façon, c'est cette équipe de Strasbourg, elle est dans cet esprit-là, énervante et à la fois attachante comme on dit, parce que les mecs ils sont jeunes, ils s'amusent, mais des fois il y a un peu des manques de respect et ça énerve, ça agace, mais ils sont super forts là. Enciso, le doublé qui met j'avais juste envie de revenir sur son deuxième but. Valentine Barco passe de l'extérieur du pied, il est peut-être hors jeu, comme j'ai dit, il n'y a pas la VAR, c'est pas signalé, mais c'est à la limite, on voit sur le ralenti, mais le mec il arrive, il contrôle le ballon dans la surface. Qu'est-ce qu'il fait au lieu d'aligner, c'est Philippe Koun au cage à Monaco je crois, au lieu de l'aligner parce qu'il est en 1v1, double contact, il le dribble tranquillement, le mec pas de panique, magnifique, double contact, il le cloue, il l'a vraiment tué. Derrière il se retrouve face au but, forcément il marque. Son deuxième but il est un peu plus classique, mais on le voit tenter des lobes, des gestes comme ça dans le match. C'est tout ce qu'on aime en tant que fan de foot, c'est pour ça qu'on allume la télé. Donc ouais, Strasbourg a fait qu'une bouchée de Monaco, même s'ils étaient pas loin de revenir dans ce match, hein, quand ils encaissent le deuxième but d'Enciso à 2-0, enfin le premier but d'Enciso, mais le deuxième but strasbourgeois. Monaco va réagir en mettant le 2-1 rapidement, mais derrière Strasbourg, ils vont refaire le break et marquer le but du 3-1, ce qui va enterrer Monaco, qui va jamais pouvoir revenir dans le match. Vous me direz pourquoi, Lorik, tu me mets pas Strasbourg en chapeau 1 alors que tu fais l'éloge de leurs joueurs depuis 5 minutes. Attendez, j'ai des arguments. Deux en particulier. Je pense que dans un premier temps, la triple compétition, mais double compétition hors championnat, c'est compliqué à gérer. Strasbourg, je rappelle, qui est engagé en Conference League et pas un peu engagé, ils ont fini premier de la phase de championnat, donc ils vont avoir la pression. On avait fait cette vidéo sur les compétitions européennes, ils apparaissent comme clairs favoris de leur compétition, et s'ils vont pas minimum jusqu'en quart de finale, et c'est un grand minimum, ça va être une déception. Donc jongler entre la Conference League, le championnat
La Coupe de France, c'est chaud, surtout que dans les trois, ils vont devoir s'employer parce que si c'était comme Lens par exemple, où ils avaient pris une belle avance au classement, pardon, et pouvaient je vais y arriver, qui pouvaient se permettre de lever un peu le pied sur certains matchs un peu plus faciles, bon bah moi je dirais c'est tout droit chapeau 1. Mais là, Strasbourg, ils ont eu cette période de creuse de fin 2025, décembre 2025, où ils ont enchaîné les contre-performances. Et du coup, ils ont un peu chuté au classement. Et s'ils veulent une place européenne bien, il faudra gagner des matchs et il faudra s'employer en Ligue 1 également. Euh, je pense que leur objectif, ça doit rester le top 5. Ils n'y sont pas encore. Après, ils peuvent toujours gagner la Coupe de France pour finir européen. Hein. Ça, c'est une solution aussi. Mais c'est quand même plus simple en Ligue 1, je pense. Et donc, ça, c'est le premier argument pour dire que jouer les trois compétitions à la fois à haut niveau, ça peut parfois te desservir. Et la deuxième, c'est un peu plus un aspect tactico-technique, plus sur le terrain. C'est le fait que je vois mal cette équipe avoir la capacité à fermer les matchs. C'est-à-dire que quand ils arrivent en fin de match, ils sont exceptionnels. Hein. Strasbourg, j'ai dit techniquement, il y a peu d'équipes qui les prennent. Mais c'est des feux follets. Les mecs, ils vont pas savoir défendre quand ils vont gagner 1-0 à la 80e minute. Ils vont pas savoir se mettre à 11 derrière. Ils vont toujours vouloir presser haut, jouer parce que c'est une équipe joueuse. Sauf que ça peut leur desservir. Donc c'est pour ça que je les mets que chapeau 2. Mais je pense que c'est une mauvaise équipe à tirer pour les équipes du chapeau 1. Je vous propose qu'on enchaîne directement avec la deuxième équipe de ce chapeau 2 des malentendus. C'est cette équipe de Toulouse. La Ville Rose, c'est Toulousains qui se sont imposés sur leur pelouse face à Amiens. 1-0, le plus petit des résultats, une équipe de Ligue 2, Amiens, je rappelle. Ils se sont fait peur hein, sur ce match-là, même s'il a été dominé à peu près de bout en bout. Il y a quand même ce but de Amiens en deuxième mi-temps, c'est un peu le seul moment où ils arrivent à rentrer dans la partie de terrain adverse et être dangereux. Ils marquent. Au final, le but il est refusé pour hors-jeu. J'ai pas bien compris, pas bien saisi ce qui s'était passé. Toulouse a beaucoup attaqué, peu marqué. Au final, ils gagnent que 1-0 alors qu'ils ont eu énormément d'occasions. Bon, ça passe pour cette fois, mais j'ai quand même des doutes sur le fait que si ça avait été une équipe plus compétitive, ils auraient pu se faire surprendre. Donc attention. Mais en même temps, Toulouse, moi je les vois bien quand même. Moi je me projette bien. C'est typiquement une équipe qui peut aller gagner la Coupe de France. Bah, de toute façon, ils l'ont déjà fait. C'était en 2022 ou 2023. Je vous laisse me corriger. Où ils l'avaient gagné en finale largement contre Nantes. C'était en 2022, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ils ont le profil, franchement, de l'équipe qui gagne la Coupe de France. Je sais pas comment expliquer. Strasbourg n'a pas le profil d'une équipe qui gagne la Coupe de France. Toulouse là. Je vous laisserai ressortir cet extrait quand Strasbourg aura gagné le trophée. Mais voilà, moi je le vois comme ça. Je les mets quand même pas chapeau 1 parce que faut pas abuser. Mais c'est une équipe en confiance. C'est une équipe qui en plus peut s'adapter pas mal à son adversaire. Si ils jouent une grosse équipe, ils peuvent avoir un bloc solide derrière avec leur défense à 3. Cresswell en patron. Il y a Nicolas Hyssen, Cresswell, solide. Du Djibril Sidibé, des milieux de terrain capables. Non, c'est une belle équipe de Toulouse s'ils doivent affronter des grosses équipes et jouer en contre. Ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait. On l'a vu face à Marseille notamment, marqué en contre avec des joueurs rapides comme Beau, comme Hidalgo, comme Magri quand il veut. Ça va, ils peuvent jouer et quand c'est une équipe moins forte qu'eux, ils peuvent tenir le ballon, ils peuvent se créer des occasions. On l'a vu face à Amiens. Ils ont eu largement la possession. Donc, ouais, une équipe qui est capable de s'adapter à son adversaire. Je les vois bien aller passer encore quelques tours. Et puis, pourquoi pas, on se glisse dans le dernier carré. Et puis, on n'est pas une équipe bonne à prendre parce qu'on est en confiance en Ligue 1 aussi. Pourquoi pas. Et puis, comparé aux autres équipes qu'on vient de citer, normalement, Toulouse, d'ici un mois, en Ligue 1, il n'y a plus grand-chose. C'est rideau. C'est cette équipe mid par excellence. Il y a moins qu'ils enchaînent 2 défaites et qu'ils soient exclus de la course à l'Europe. Et du coup, ils n'auront plus que la coupe de France pour se consoler.
Donc allez, je les vois bien faire un bon coup cette année. Et c'est un peu pareil pour faire la transition. Je les vois un petit peu pareil, les Lorientais. Les Lorientais qui se sont imposés sur leur pelouse face au Paris FC, qui avaient eux-mêmes sorti le Paris Saint-Germain. Donc déception de perdre face à Lorient. Tu sors le Paris Saint-Germain, tu perds face à Lorient. Bonjour. Dommage. T'as fait le plus dur. Mais c'est ça aussi la magie de la coupe. Voilà. Lorient voilà, qui est une équipe en confiance, qui est une équipe pas bonne à prendre, hein. Le Paris FC s'en sont rendus compte là sur ce match. Le match il était moribond, c'était terne, c'était mort. C'était vraiment un match breton. Il y avait de la pluie, le jeu il y avait pas trop d'occasions, surtout en première mi-temps. En deuxième c'était un peu mieux, mais ouais, on n'était pas trop dans le bon rythme. Et ça c'est typiquement des matchs qui conviennent à Lorient, on va pas se mentir. Cette équipe lorientaise qui sait parfaitement jouer ces matchs-là. Au final, ils surprennent par l'intermédiaire de Noah Kadjou à l'heure de jeu le Paris FC. Et puis ils se retrouvent après 60 minutes à mener 1-0, à laisser le ballon à Paris qui du coup doit faire le jeu. Et pour le coup, Lorient, c'est une des équipes qui défend le mieux, je trouve, et qui sait le mieux conserver son avantage. Là où je vous disais que j'avais des doutes avec Strasbourg sur leur capacité à conserver un avantage en fin de match. Moi, tu donnes un but d'avance à Lorient face à n'importe quelle équipe du championnat, je donne pas cher de la peau de cette équipe en question. Donc non, franchement, Lorient, j'aime bien, je l'avais tweeté, j'avais vu que des supporters lorientais étaient un petit peu moins optimistes que moi. En même temps, des fois, il y a des supporters, ils sont pessimistes, ils croient toujours que leur équipe va mal se comporter. Franchement, cette équipe de Lorient, elle a des qualités, elle a une profondeur de banc. Là, ils jouaient sans Abergel, sans Pablo Pagis, sans Bamba Dieng, donc des cadres comme ça qui étaient laissés au repos. Au final, ça fait quand même le taf contre le Paris FC, victoire 2-0. Le Paris FC, ils font rentrer Ciro Immobilier. Toi, tu fais rentrer Laurent Abergel. Franchement, franchement, on est bon, hein. C'est vraiment premier degré. Paris FC a vraiment signé Ciro Immobilier. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Grand attaquant italien, si vous ne connaissez pas, mais je pense que tout le monde connaît. C'est dire le contraste entre les deux équipes, mais des fois, c'est juste avoir une équipe cohérente qui paye. Et Lorient, franchement, la cohérence, c'est vraiment le mot qui les caractérise pour moi. Et je les vois bien faire un petit parcours aussi sur un tirage favorable au prochain tour. Et allez, on y va. Une équipe clairement pas bonne à prendre, qui en plus est en confiance en Ligue 1, qui vient d'enchaîner victoire contre Monaco, victoire contre Rennes, victoire contre Nantes. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça quand même pour être sûr de ce que j'avance. Ouais, c'est ça, triple victoire. Ça fait pas mal, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur Lorient. Et c'est pour ça que je les vois bien continuer sur leur course, sur leur bonne dynamique. Pourquoi pas, on leur souhaite un beau parcours aussi. Voilà pour les équipes que je mets dans le chapeau 2 des équipes de malentendus. Sur un match, tout peut arriver. Maintenant, on va sortir les épées, les sabres, pour les équipes du chapeau 3, intitulé La prochaine sortie se trouve à 400 mètres. Veuillez mettre votre clignotant, s'il vous plaît. C'est voilà, ces équipes qui, malheureusement, ils vont pas la chercher. Ça va pas le faire. Je pense qu'il y aura une petite déception d'ici un petit mois. En même temps, il n'y a qu'une seule équipe qui gagne la Coupe de France au final, donc tout le monde ne peut pas prétendre à la victoire finale. Et ces équipes-là, je pense que ça va être compliqué. Et on commence par la plus simple d'entre toutes, Reims, qui est du coup, si je dis pas de bêtises, la dernière équipe de Ligue 2 encore en course. C'est vrai que cette année, pour faire une petite aparté, on a eu quand même très peu de belles histoires d'équipes pour qui ça s'est bien passé, la magie de la coupe. Vous savez, il y a toujours ce mythe comme quoi la Coupe de France permet à tous les clubs, ce qui est vrai, hein, sur un match, tout peut arriver, c'est le football, voilà, et la magie de la coupe, le petit poussé qui bat le gros. Il y a peu eu ça dans cette année. Souvent, les gros ont mangé la petite bête. C'est dommage, on aime bien ces belles histoires. On se souvient, Marseille, c'est un peu les spécialistes pour se faire battre par les petits poussés de régional ou de national. Là, on a peu eu. On se retrouve avec du coup 7 équipes de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2. Et pas n'importe quelle équipe de Ligue 2, hein, parce que c'est actuellement les deuxièmes de Ligue 2 à l'heure où je vous parle, Reims. Donc c'est quand même pas mal. C'est une équipe qui va
prétendre elle aussi à la montée. Euh, Ouais, cette victoire face au Mans qui est quand même pas mal parce que le Mans c'était une des meilleures équipes en Europe sur la dynamique qu'ils avaient. Ils n'avaient pas perdu depuis une vingtaine de matchs, si je dis pas de bêtises, le Mans. Je suis pas expert Ligue 2, mais je crois que c'était ça avant cette défaite en Coupe de France face à Reims 3-0 quand même. Donc c'est pas rien. Après, comme je l'ai dit, ça reste une équipe de Ligue 2. Pour moi, ils sont dans le chapeau 3 quand même parce que quand ils vont tomber sur une vraie équipe de Ligue 1, je pense qu'ils vont être assez courts. Et surtout s'ils doivent se battre tous les week-ends pour leur montée, je pense qu'ils seront plus... si je propose un... Ah, ça serait intéressant de demander s'il y a des supporters rémois. Est-ce que vous pensez qu'ils préfèrent gagner la Coupe de France et du coup être européen? Ça serait un truc de fou d'être européen, mais du coup rester en Ligue 2. Être européen en Ligue 2, ça s'est déjà vu, je me souviens plus, mais récemment il y a une équipe qui... Bah, c'était Nantes, c'était... Non, je sais plus, peut-être. Mais non, Nantes n'est pas descendu récemment. Je me souviens plus, mais c'est arrivé récemment une équipe qui a gagné la Coupe de France en étant en Ligue 2. Ou alors... être promu, monter, mais du coup ne pas gagner la Coupe de France. Je sais pas ce qu'ils préféraient. Moi, je pense que ce serait mieux pour eux de monter en Ligue 1, en vrai. Ouais, je pense que c'est mieux pour eux. Et du coup, c'est un peu compliqué si tu veux jouer sur les deux tableaux. Souvent, ces effectifs-là, ils sont pas non plus très fournis. Hein. Ils ont 11 titulaires vraiment sûrs, 3-4 joueurs de banc, et derrière, ça devient un peu plus compliqué en termes de niveau. C'est souvent des jeunes. Donc je les vois mal aller jusqu'au bout en Coupe de France, surtout que leur parcours il est un peu biaisé, ils ont eu pas mal de chance sur le tirage au sort, on va pas se le cacher. Le Mans, comme j'ai dit, ça reste une vraie équipe, mais si je vous fais la liste de leur parcours, des équipes qu'ils ont affrontées, bon, ça allait, ils ont affronté l'OCPAM, je crois que ça se dit comme ça, un club parisien, National 3, Torcy, Régional 1, Croix, National 3, puis Le Puy, National. Donc c'était la première équipe professionnelle qu'ils affrontaient. Est-ce que la nationale c'est... Non, c'est toujours ce professionnel, la nationale ça n'a pas changé. Peut-être qu'ils sont été rendus professionnels il y a 2 ans, j'avais vu passer un truc comme ça. Bref, ça restait la première équipe vraiment compétitive qu'ils affrontaient. C'est passé, mais bon, j'ai quand même un léger doute pour eux et je pense qu'il va falloir mettre le clignotant et se rabattre sur le côté pour Reims au prochain tour. C'est un peu pareil, j'ai peu d'espoir pour Nice également. Nice qui s'est imposé de manière miraculeuse face à Montpellier. C'était samedi soir. Franchement, ce match-là, je ne sais même pas comment ils le gagnent. Parce que pour vous faire un peu la physionomie, ils perdent 2-0. Ils sont pas dans le match. Défensivement, ça va pas. Comme d'habitude, hein, Nice. Honnêtement, la défense, bon, en même temps, ils n'ont pas d'autres défenseurs, donc ils n'ont pas trop le choix de mettre les défenseurs qu'ils mettent. Mais ça va pas. En plus, Claude Puel qui fait un peu tourner parce que c'est Coupe de France et parce qu'on joue une Ligue 2. Donc, quand même, un peu de respect, les mecs. Normalement, les remplaçants, ils ont quand même le niveau Ligue 1. Ils prennent 2-0. Claude Puel qui fait les changements à la mi-temps. Au final, ils reviennent dans le match avec ce but qui les relance. Le 2 partout, il arrive tardivement et ils mettent le 3-2 à la dernière minute. Je ne sais plus qui marque ce but du 3-2 pour libérer Nice. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est Sofiane Diop. Et oui, le but est magnifique en plus. Corner, joué à 2. Sofiane Diop qui est retrouvé du coup dans un angle un peu plus ouvert. Et il enroule pied droit, pas lucarne opposée, mais angle opposé. But magnifique à la 98e, ouais, à la toute dernière minute du temps additionnel, qui vient sauver les siens dans un scénario complètement fou. Du coup, ils étaient menés jusqu'à la 70e minute. Bon, en vrai, c'est beau pour eux, hein, ça va leur redonner confiance et on espère que ça se relance bien en Ligue 1 derrière ça. Mais bon, être miraculé face à Montpellier, ça te donne pas le ticket pour aller plus loin en Coupe de France pour moi, malheureusement. Donc je les vois bien s'arrêter au prochain tour s'ils tombent
peu importe en fait. S'ils tombent sur peu importe, même, je pense que même s'ils tombent sur Reims, ils s'en sortir, avec tout le respect. C'est ma take. Je pense que Nice c'est fini dans tous les cas, peu importe le tirage au prochain tour. Hâte de voir s'ils me surprennent, mais c'est mon analyse. Je les vois mal faire un beau parcours. Ce sera déjà très bien d'avoir fait les quarts de finale dans les conditions dans lesquelles ils ont été. Il y a de ça un mois, avec la fin de Francaise. Là, en vrai, c'est un match sous Francaise. Ils le perdaient, et même ils le perdent 9 fois sur 10. Et là, il y a cet esprit Claude Puel, ils viennent le chercher, ils se battent avec leurs armes, les rentrées, Jonathan Klaus, Sofiane Diop, sa qualité, voilà. Bravo à eux, mais bon, je mets quand même pas ma maison dessus. Je parierai contre Nice au prochain tour, et je vous invite à faire de même. Non, ne jouez pas, c'est pas bien. C'est juste ma take. Voilà, je pense que ça s'arrêtera là, vous l'avez compris. Enfin, et on terminera par eux, la hot take de cette vidéo, je la gardais en tout dernier. Vous avez peut-être compris, parce qu'il reste qu'une seule équipe, c'est Lyon, qui est dans mon chapeau 3, étonnamment, mais j'ai des arguments. Lyon qui s'est imposé dans la douleur. Est-ce que c'est dans la douleur? On va dire dans la difficulté face à Laval, qui est quand même une équipe de Ligue 2 mal classée. Je crois qu'ils sont 17e de Ligue 2 à l'heure où on parle, Laval. Donc sur le papier, match facile pour Lyon, qui en plus, eux, de leur côté, sont dans une dynamique beaucoup plus intéressante. Ils étaient restés sur cette victoire contre Lille en championnat, donc tout allait très bien. Il y avait cette victoire aussi en Europa League, cette première place. Dynamique parfaite, confiance absolue. On se disait, face à Laval, ils vont en faire qu'une bouchée. Et en fait, pas tant que ça. Ça ronronne, petit rythme, match assez terne, monotone. Lyon qui trouve pas forcément les ressources. Au final, ils se font sauver par un but de l'incontournable brésilien mineur. Non, je crois qu'il est majeur maintenant. Je sais pas c'est quoi la majorité au Brésil. Aux États-Unis, en tout cas, le petit est mineur. Mais c'est Hendrick, vous l'avez compris, encore lui le sauveur, qui est venu miner le gardien de Laval, le pauvre. Il lui a envoyé un pétard mouillé directement, mais au-delà du but, j'avais envie de souligner le travail de Pavelchuk quand même sur ce but-là. Le mec il se bat pour délivrer un ballon à Hendrick. L'action elle est belle parce que tu sens que c'était chaud pour Lyon. Il marque quand même autour de la 80e minute. Ça pouvait aller au tir au but. Au tir au but, on sait que tout peut arriver. C'est pas la loterie, hein, Didier. Mais quand même, on sait que c'est le meilleur moyen pour les petites équipes d'aller braquer le match face aux plus gros. Donc je pense que ça arrangeait pas du tout Lyon. Au final, ils se font libérer par Hendrick. Bravo à eux. Je les mets quand même dans ce chapeau 4, peut-être de manière étonnante pour vous, mais parce que j'ai des arguments, ne vous inquiétez pas, j'arrive. C'est parce que, de 1, sur ce match-là, j'ai des doutes. Ils ont quand même joué avec un très petit rythme, Lyon. Et en vrai, j'ai l'impression que ça peut se répéter s'ils veulent jouer au haut niveau en championnat. Je suis pas sûr qu'ils aient les ressources pour jouer vraiment avec beaucoup d'intensité en Coupe de France. J'ai l'impression que l'effectif est un peu trop réduit, restreint. Ils se sont renforcés avec l'arrivée de Noah Narté et d'Hendrick au mercato hivernal, il n'y a pas de souci. Mais quand même, ils ont quand même pas mal de blessures. Je suis pas sûr que l'effectif soit assez profond en fait pour aller beaucoup plus loin dans la compétition. C'est pour ça que je les mets chapeau 4. Je pense que quand même ils vont passer le prochain tour, mais voilà, je les vois pas aller à la victoire finale. C'est pas eux pour moi qui vont remporter cette Coupe de France ouverte cette année. Je pense qu'ils peuvent même se faire surprendre face à une plus petite équipe. Là, face à Laval, ils sont pas passés loin de la correctionnelle. Heureusement, ils se font sortir par un exploit individuel. Mais en plus, il y a cette volonté de jouer le podium en Ligue 1. Il y a cette compétition d'Europa League aussi à jouer parce qu'ils n'ont pas fini premier d'Europa League pour rien. Je pense qu'ils vont vouloir jouer à fond l'Europa League. Et encore une fois, je pense là savoir la réponse. Si je demande à un supporter lyonnais, tu préfères gagner la Coupe de France ou l'Europa League? Là, je sais ce qu'il va me répondre. Donc, en fait, je pense que la qualification de Lyon en Coupe de France, enfin les futures qualifications de Lyon en Coupe de France sont conditionnées
par rapport aux futures qualifications en Europa League. Je pense que si Lyon a un beau parcours en Europa League, ils vont devoir laisser tomber la Coupe de France de manière consciente. Hein. Je ne te dis pas que Paulo Fonseca il va aligner une équipe B en demi-finale de Coupe de France. Mais physiquement, ils vont peut-être être un peu justes et l'enchaînement des matchs va peut-être leur faire mal aux jambes et au moral. Et surtout qu'ils doivent encore se battre pour le podium en Ligue 1, donc ça risque de faire un petit peu beaucoup pour eux. Surtout que l'effectif est l'un des moins profonds de ceux qu'on a évoqués. Donc c'est pour ça que je les mets chapeau 3. J'espère que vous comprendrez l'argumentaire. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous attends en espace commentaire. Comme d'habitude, voilà, j'ai fini sur les équipes. Comme d'habitude, je vous mets mon Twitter en description si vous voulez suivre les matchs en direct, que ce soit Coupe de France, Ligue des Champions, Championnat. On fait tout. Et sinon, voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end, de bien vous porter. On se retrouve, comme je l'ai dit, sur Twitter ou pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et en attendant, voilà, portez-vous bien. Et on se retrouve à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!